Ok, on se retrouve donc sur le podcast Secret d'endurance de Nolio et aujourd'hui on va continuer à explorer notre mental, l'exploration mentale, mais aussi physique et physiologique évidemment. Et on va accueillir aujourd'hui Dorian Louvet. Bonjour Dorian, comment vas-tu? Salut Eric, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Ouais, j'imagine que tu es pas mal occupé, on a eu du mal à t'avoir, mais je pense qu'aussi, voilà, c'est le fait aussi, je crois que tu étais à la Maxi Race en plus ce week-end, c'est ça? Exactement, je rentre de Annecy hier soir. Je suis en passant par Roland-Garros quand même. Et c'est vrai que ouais, un emploi du temps assez chargé entre les coachings, s'entraîner soi-même, plus bah, voilà, le monde professionnel aujourd'hui qui tourne bah, notamment autour du digital pour moi, mais qui me prend énormément de temps. Donc je suis très content d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir discuter. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Dorian, ta mission, comme on a l'habitude de le faire, c'est vraiment une mission, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus hein, sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quelles sont tes réactions, tes comportements, tes émotions même, les décisions que tu vas prendre hein, quand tu vas t'engager dans des épreuves longues. Je sais que tu fais des marathons extrêmes ou lors même de tes aventures hein, que tu as vécues. En résumé, quel est ton mindset? Alors, notre première question, ma première question, c'est comment on pourrait te présenter rapidement et toi, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui est Dorian Louvet? Parce que moi, quand on me demande ce que je fais comme travail, en vrai, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ce qui est sûr, c'est que je m'appelle Dorian et que j'ai 33 ans. Ça, là-dessus, on est certain. Et que je suis un grand passionné de sport et plus particulièrement de course à pied. Donc, j'ai pratiqué 12 ans de football. Et à 18 ans, j'ai commencé la course à pied, donc par l'athlétisme, vraiment pur et dur, la piste, les crosses et un petit peu de course sur route, mais très peu. Et à l'âge de 30 ans, j'ai eu la chance de faire une aventure incroyable qui est koh voilà, qui m'a révélé aux yeux du grand public, on va dire, et qui m'a donné une petite notoriété. Et après koh j'ai décidé de revenir sur la course à pied, mais voilà, d'aller découvrir des nouveaux horizons en passant sur du long, donc notamment du marathon. Et maintenant, voilà, des trails, ultra trails, que je me fais un plaisir d'aller découvrir. Mais là, c'est plus pour moi des aventures que des courses, parce que je ne suis pas forcément préparé pour aller perfer sur ces courses-là. Et en parallèle, c'est vrai que bah, du coup, je suis aussi coach running pour tout type de coureur, que ça soit amateur plus plus ou des gens qui sont un peu plus dans la performance. Voilà, pour moi, il n'y a pas de distinction à faire à partir du moment où on veut progresser. Peu importe le niveau, si on se donne les moyens, on peut réussir à faire de belles choses. Donc voilà, Ouais, en gros, qui je suis. ouais, tu n'as pas évoqué, mais le fait, tu as aussi écrit un ouvrage, hein, je crois, Mon coach running au First édition, il me semble, en collaboration avec Julien Dottechini, c'est bien ça? Exactement, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Mon coach running, donc c'était vraiment pouvoir un peu arriver dans l'édition et encore une fois par ma passion. Donc je parle très 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 peu de koh dedans, juste un moment par rapport au mental, parce que koh pour moi c'est la chose la plus dure que j'ai pu vivre et que je revivrai jamais en termes de difficulté. Et voilà, c'est mon coach running, c'est vraiment un passionné de course à pied qui écrit ça pour tout le monde, apprendre à courir et donner des petits tips pour vous aider à vous mettre à la course à pied. Ouais, alors c'est vrai que souvent on parle de notion d'influenceur. On a reçu Mathieu Blanchard, hein, que beaucoup et que toi tu connais. On a reçu Marine Leleu aussi, hein. Mhm. Mais en fait, on a toujours cette première perception de l'influenceur, voilà, qui va pas forcément être un grand sportif ou finalement qui va juste être influenceur. Mais je pense que c'est aussi souvent le point de départ à de grandes aventures et de grands personnages. Et je pense qu'aussi, c'est important de le dire, et il me semble, c'est-à-dire que koh est souvent un vecteur, mais après, il permet aussi de se lancer dans d'autres aventures, c'est ça un peu. Totalement, en fait, beaucoup diront c'est grâce à koh que derrière euh, on a de la visibilité, on a des contrats, etc. C'est vrai, c'est un tremplin. Maintenant, derrière, il faut réussir à convertir, on va dire, l'essai, transformer l'essai. Et en fait, moi, pourquoi je pense que ça fonctionne
pour moi parce qu'en fait, je suis athlète avant d'avoir fait koh. Donc, moi, quand koh est arrivé, ça faisait déjà 12 ans que je faisais de la course à pied. J'avais déjà des chronos euh, qui parlaient pour moi et pour le plus grand nombre des gens qui connaissent un peu la course à pied. Donc, je suis pas arrivé en disant, tiens, je vais me mettre à la course à pied et je vais raconter. Ça veut dire qu'en fait, j'ai juste continué de raconter ma passion et ma passion que je me donne du mal à exercer. Et voilà, je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, parce que derrière, je suis un connaisseur sur le sujet, je pense être légitime et crédible dans ce que je dis par rapport à la course à pied. Maintenant, encore une fois, on a tous nos croyances, nos façons de s'entraîner, nos façons d'entraîner. Je pense pas qu'il y ait une seule et unique façon d'entraîner, sinon ça se saurait, et de s'entraîner. Mais c'est bien d'échanger. Et puis voilà, moi j'aime bien partager justement cette passion. Et c'est vrai que quand les gens me disent bah, ce que tu fais, c'est inspirant, ça nous donne envie d'aller courir. Et bah, moi, ça me donne envie de continuer sur ce chemin-là. Donc, je m'éclate à faire ça et je pense que ça se voit. Ouais, je crois que ce qui est important, le mot, tu l'as dit, et c'est le côté de l'inspiration. C'est-à-dire inspirer les gens, c'est aussi les motiver. On en parlera peut-être un petit peu plus longuement dans ce podcast. Mais on rappelle hein, quand même les chronos 8,58 au 3000 steeple, c'est quand même un très très beau chrono au niveau, c'est un niveau national. Donc voilà, il faut quand même le souligner. Alors la question aussi que j'aime bien poser, c'est aussi ce versant de la jeunesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui vraiment t'a attiré dans le secteur de l'endurance? Parce que tu as fait effectivement de l'athlétisme, mais après, tu t'es mis à aller vouloir aller un petit peu dans le secteur de l'aventure et notamment t'inscrire à koh certainement, et puis d'aller dans les efforts longs maintenant. Qu'est-ce qui t'attire en fait vraiment dans ce secteur de l'endurance et de ce côté un peu extrême? Le côté mental, en fait, est bien plus important sur les courses, on va dire, d'endurance. Moi, j'ai toujours fait de la courte distance où là, vraiment, c'est intensif, on se pose pas de questions, on y va. Et de toute façon, voilà, c'est des efforts courts. Donc, c'est l'entraînement qui va payer. Et voilà, le côté mental, il est un peu secondaire, on va dire. Alors que sur les courses longue distance, type voilà, trail, ultra trail, le marathon, là, il y a vraiment une partie où on a vraiment le temps de se poser 10 000 questions. C'est vraiment le cas de le dire. On se pose vraiment beaucoup de questions. On est vraiment perpétuellement en train de s'interroger. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Savoir est-ce qu'il y a une porte de sortie quand c'est difficile, des choses comme ça. Et le mental prend vraiment une place, mais très importante dans ce contexte. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je vais rechercher. Euh, et encore plus sur du ultra trail, je pense. Quand j'ai fait le marathon des sables, quand j'ai fait la diagonale des fous, quand j'ai fait koh, pour moi, c'est vraiment ces épreuves-là où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, vraiment, ça y est, c'est trop, c'est n'importe quoi. Pourquoi je me mets dans des états comme ça? Et en fait, c'est quand je franchis la ligne d'arrivée que je sais pourquoi je me suis mis dans ces états-là. Mais la partie mentale a une très grande importance et c'est ça que je vais rechercher. C'est vraiment le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, mais plus que je vais rechercher dans ces aventures-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent les mots qui ressortent. Alors, certains sont plus ou moins d'accord avec ce côté de dépassement de soi, mais sortir de sa zone de confort, sortir d'une zone limite. Mais en fait, Mm. j'ai l'impression qu'on veut être un peu une autre personne. C'est un peu ça. C'est-à-dire, cette intention de se dépasser, de rechercher finalement l'extrême, ça provoque quoi? C'est d'aller chercher quoi? Et ben, en fait, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais ça, c'est même dans la course à pied en règle générale, par exemple, pourquoi tu cours, des choses comme ça. En fait, je trouve que la course à pied et notamment l'endurance, ça va développer chez les personnes plusieurs, bah voilà, plusieurs motivations, on va dire. La principale, c'est la confiance en soi, que ça soit la confiance en soi, que ça soit la fierté, que ça soit le courage. C'est des choses quand je fais la diagonale des fous, par exemple, parce que vraiment pour moi, c'est la course la plus dure, on va dire, que j'ai réalisée. Et ben voilà, en fait, c'est l'arrivée, tous ces sentiments mélangés font que on est vraiment fier, on est vraiment fier de ce qu'on a accompli. On se sent vraiment courageux, on prend un maximum de confiance et je pense que c'est super important d'aller chercher toutes ces choses-là. Moi, je le ressens quand justement je repousse mes limites et moi, mes limites, elles sont peut-être plus loin que certains qui n'ont jamais couru, forcément, vu que c'en est presque mon métier. Donc, quand certains vont aller faire 10 km ou 15 km, ils vont ressentir peut-être exactement la même chose que moi quand je vais aller chercher ces sensations sur la diagonale des fous. Mais voilà, tout ça,
c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous rend puissants et vivants. C'est de réussir son objectif. Et voilà, ça fait de nous, bah voilà, ça fait de nous sentir vraiment vivants, ça nous rend courageux, ça nous rend forts. Et c'est ce qui développe, voilà, c'est les sentiments principaux, je trouve, que ça développe, pardon. Et c'est vrai qu'on voilà, on parle de valeurs en règle générale, mais moi, ce que je viens de citer là, c'est vraiment des valeurs fortes pour moi et que je ressens pour moi. Donc, quand je vais faire toutes ces courses-là, c'est vrai que je les fais aussi pour moi et pour me sentir vivant, puissant et pleinement satisfait, quoi. Ouais, est-ce que on sent le discours de quelqu'un qui est vraiment passionné et qui en fait va à la recherche de quelque chose. Alors, il y a pas mal d'évocations. On sent le côté philosophique presque, hein, même de la vie, hein, c'est-à-dire voilà, d'avoir un nouveau mode de vie complètement différent parce qu'on le retrouve peut-être pas aussi dans la vie. On a tendance à aller chercher le confort, hein, de toute façon, ça c'est normal. Hmm. Après, tu l'évoquais aussi même dans ton ouvrage, hein, préfacé par Denis Brognard d'ailleurs, tu parlais de la santé même psychologique, hein, c'est-à-dire vraiment ce versant-là, un peu à chacun son extrême, c'est-à-dire quel que soit, j'ai comme l'impression que tu évoques le fait que qu'on fasse de l'athlétisme ou qu'on aille faire le grand raid ou qu'on fasse koh où on va chercher. L'important, c'est d'aller bouger parce que c'est super important pour notre santé et la santé globale, entre guillemets. Est-ce que c'est un peu ça aussi sur laquelle tu t'orientes aussi, un peu ce versant qui va englober la personne, en fait? Forcément, moi voilà, je suis un grand fervent de soigner par le sport. Voilà, je prends le sport, on va dire, à toutes les sauces, mais clairement, la santé mentale. Elle est très importante et le fait d'aller courir, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport, voilà, que ce soit des chefs d'entreprise, des parents au foyer, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on on a toujours une bonne excuse pour ne pas y aller, mais on se rend compte une fois qu'on y est allé que bah voilà, l'endorphine que ça provoque, en fait, la sensation de bien-être, ça, on la retrouve nulle part. Et c'est des émotions. Et moi, je parle aussi beaucoup d'émotions maintenant aujourd'hui. Je me rends compte que des fois, le mot santé mentale, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que du coup, si on va pas courir, on est malade en fait. Et j'ai pas besoin de me soigner et d'aller courir. Et donc, le mot santé mentale est peut-être un peu fort des fois, je me rends compte. Alors que les émotions, c'est exactement presque la même chose et ça passe tout seul. Ressentir ses émotions. Et les émotions, c'est pas juste pleurer ou être content. C'est juste aller courir et se sentir, voilà, vraiment. Mais j'arrive même pas à trouver les mots tellement, en fait, c'est une sensation voilà, quand on a couru, qu'on va sous la douche et qu'on se dit, OK, j'ai fait mon sport, on se sent Tu te sens vraiment bien? libre, on se sent vraiment apaisé. Et ça, c'est des émotions, on ressent des émotions, je trouve, quand on va courir, quand on se fixe un objectif, que ça soit sur un 5 km, un 10 km, un marathon, un trail, son objectif, que ça soit de terminer, de faire un chrono très bon, exceptionnel, peu importe le niveau, en fait. Le fait d'atteindre son objectif et de s'être donné les moyens de réussir, bah, ça nous fait avancer dans la vie, ça nous fait progresser et mentalement, donc la santé mentale revient, ça nous fait vraiment nous sentir plus vivants. Bah, on parlait tout à l'heure de la confiance en soi, des valeurs que ça développe. Et je trouve vraiment que c'est très très important de pouvoir aller courir pour derrière être beaucoup plus apaisé dans la vie de tous les jours. Ouais, ce que tu évoques, effectivement, tu parles de sensations et d'émotions, et Antonio Damasio, qui écrit Sentir et savoir, justement, le dit. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a sentir et puis ressentir. Et ressentir, c'est le versant intellectualisé, en fait, le sentir. Mais parfois, il faut laisser un peu aller et puis justement accueillir un peu ça, laisser aller et laisser aller aussi ce côté émotionnel parce qu'on est souvent un peu dans le contrôle. J'ai comme l'impression que en fait, ton expérience aussi à koh t'a permis aussi peut-être aussi de dériver là-dessus. C'est-à-dire, tu étais dans le contrôle peut-être d'activités de piste, et là, tu as découvert un univers sur lequel tu explores maintenant. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu ça. Ça a été, koh ça a totalement été un tournant, tu as raison de le souligner. Je pense que j'aurais pu continuer encore longtemps hein, l'athlétisme sur piste et puis progresser encore sur mes chronos, mais j'avais peut-être fait un petit peu le tour. Et ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti à koh la difficulté extrême d'être privé de nourriture, d'être privé de confort, et de se dire, bah, en fait, c'est pas fini, et si je veux continuer dans le jeu et aller plus loin, moi qui suis compétiteur, il faut continuer et il faut pas lâcher. Et bah,
ça m'a vraiment fait ressentir, voilà, je dis souvent, plus la difficulté est présente, plus la satisfaction à l'arrivée est à la hauteur de la difficulté à laquelle on a fait face. Et à koh ça a vraiment été tellement, tellement dur qu'aujourd'hui, je voudrais même pas y retourner tellement j'ai souffert. Mais une fois que c'était terminé, je me suis dit, qu'est-ce que c'était incroyable! Qu'est-ce que c'était incroyable d'avoir autant souffert et d'avoir voilà, fait preuve de résilience et de caractère pour réussir à dompter cette souffrance et à pouvoir aller au-dessus. On parle même plus de zone de confort là, c'est inimaginable. Voilà, être privé de nourriture, c'est quelque chose vraiment que je souhaite à personne. Et pourtant, j'étais dans ce cas-là et je me suis dit, bon, bah, je peux sortir, je peux prendre la porte de sortie, personne ne m'en voudra presque parce que ça devient difficile. Mais moi, je veux continuer. Et une fois que j'ai continué, que j'ai réussi, je me suis dit, c'était incroyable ces émotions. Et voilà, la phrase que je me répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. Et on le sait très bien qu'à partir du moment où on va abandonner quelque chose, dans l'heure qui va suivre, on va se dire, ah, j'aurais peut-être pu aller plus loin. Parce que ça y est, on a retrouvé sa zone de confort et on se dit, bah, en fait, c'était possible d'aller chercher un peu plus loin. Il faut toujours se dire ça, même dans la difficulté, se dire que c'est éphémère et que si on tient bon à un moment donné, ça sera que des bons souvenirs et on en tirera que le meilleur. Mhm. Et c'est vrai qu'après koh du coup, je me suis dit, bah, sur piste, je retrouve plus ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que je retrouve ces sensations-là? Et c'est vrai que je les retrouve sur de l'ultra trail notamment ou voilà, sur des aventures un peu exceptionnelles mais difficiles où je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, je crois que c'est ce que je recherche, quoi. J'ai Ouais, envie de me demander qu'est-ce que je fous là et d'être plus du tout maître de mon destin, de plus rien de maîtriser du tout et de se dire, bon, bah voilà, maintenant, serre les dents et avance, hein, un pied après l'autre. Ouais, c'est vraiment chouette. Merci de ton témoignage. Mais on sent aussi ce côté. C'est vrai qu'on est passé tu es passé en fait de l'effort lactique, hein, assez Mm. court, violent, à finalement un effort très long. Et tu parlais de la douleur, mais je pense aussi il y a même une souffrance mentale quand on est privé de nourriture, on a un manque de sommeil, on a une énorme fatigue. C'est un petit peu un parallèle, ce qu'on va retrouver aussi parfois dans l'ultra trail, notamment au Grand Raid, non? C'est un peu ça aussi qu'on retrouve finalement. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je vais me lancer ces défis-là. C'est exactement ça. C'est vraiment maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment animé par l'envie de. Je suis vraiment animé par l'envie de me surpasser, de repousser mes limites et d'atteindre en fait de nouveaux objectifs. Et à chaque fois, du coup, dans cette recherche-là. Et c'est vrai que le parallèle entre koh et entre le Grand Raid ou le Marathon des Sables, il est là, il est dans une situation d'échec où on est, où on se dit qu'on ne peut plus. Ça y est, c'est terminé. Et en fait, non, on peut toujours aller au-delà. Et c'est ce qui rend l'aventure encore plus belle au final. Ça serait presque dommage que ça soit trop facile, en fait. Ouais, alors justement, on va y venir et la question que je pose, qui n'est pas une question piège à tous mes invités, et à laquelle tu as libre cours, hein, évidemment, c'est pour toi, c'est quoi le mental et comment tu pourrais le définir rapidement et est-ce que, bon, tu as vécu de l'inexpérience là-dessus, mais comment tu pourrais le définir avec tes mots, évidemment, et c'est c'est- C'est difficile comme c'est question. singulier. Oui, et c'est Ouais. singulier. Ouais, ouais, totalement. Qu'est-ce que c'est que le mental? Déjà, je pense que le mental, il est aussi le reflet de la détermination qu'on peut avoir, de son engagement et de la persévérance. Ça veut dire que je pense que plus on est armé en motivation, en détermination et en engagement, plus on est prêt à souffrir, plus notre mental va prendre le relais. Si on part sur quelque chose en se disant je ne vais pas y arriver, je sais que ça va être compliqué, je pense que ça va être dur, je pense que je ne vais pas y arriver, en fait, d'entrée, on envoie des mauvais signaux à notre mental qui va dire qui va pas prendre le relais sur le corps et sur la petite lumière qui est là et qui nous dit ah bah ça devient trop dur, arrête, prends la porte de sortie. Le mental, c'est quoi? C'est ce qui va prendre le relais sur, sur la zone, comment dire exactement? Je vais essayer d'employer les bons mots. La zone de maîtrise. Ça veut dire qu'on a une zone de maîtrise qu'on connaît, qu'on a l'habitude de retrouver, que ça soit à l'entraînement, que ça soit dans le quotidien. Et une fois qu'on sort de cette zone de maîtrise et qu'on arrive dans du coup cette zone rouge qu'on ne connaît pas forcément,
c'est là où le mental va avoir son importance parce que c'est lui qui va nous faire tenir et c'est lui qui va nous faire avancer. Il y a un moment donné, le corps humain, il dira stop et il est bien fait pour ça parce que voilà, quand on a des blessures, voilà, c'est des signaux de douleur qui nous disent, bah voilà, si ton genou est cassé et que tu as mal, c'est parce qu'il est cassé que tu peux plus marcher. Donc le corps humain est bien fait pour ça. Mais ton mental, il peut aller au-delà de tout. Il peut tout te faire faire. Euh, faut toujours se dire qu'en fait, si c'était une question de vie ou de mort, tu y arriverais. En fait, c'est ça. Si aujourd'hui on te dit tu peux pas faire 10 kilomètres, essaye. Ah non, j'y arrive pas, regarde, c'est trop dur. Ah oui, mais si tu le fais pas, tu meurs. Ah bah, je peux dire que tu vas y arriver en fait. En fait, le mental, il peut mais déplacer des montagnes et même à mon niveau, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. On va dire que c'est un peu la zone grise du cerveau que on n'explore malheureusement pas assez, mais qui nous fait vraiment sentir vivants et nous rendre fiers. Je Ouais, sais pas si c'est trop très clair ce que j'ai dit, mais si. c'est tellement fou en fait tout ça que c'est difficile de parler de mental quand on n'est pas dans la situation où le mental prend le relais, je trouve. Et c'est pas tout le temps facile non plus d'avoir ce langage entre guillemets, parce qu'on a un langage intérieur qui après finalement qu'on possède justement peut-être dans notre cerveau pour nous faire avancer. Et comme tu dis, c'est presque un discours nietzschéen, c'est-à-dire tu dis c'est presque ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est un peu ça. Exactement, exactement. C'est ce discours. Et j'ai comme l'impression aussi, d'ailleurs tu en parles dans ton livre ou dans tes propos, j'ai souvent vu le mot que je trouve intéressant, c'est ce côté d'adaptabilité, c'est-à-dire on est quand même fait pour survivre. Hein. Nous sommes des êtres humains qui avons quand même plusieurs millions d'années et en fait, on a toujours été connectés et câblés pour la survie. Hein. Donc, j'ai quand même l'impression que tu vas chercher ça aussi, c'est-à-dire on l'a perdu un peu et tous ceux qui s'engagent un peu là-dedans, j'ai quand même l'impression qu'on va aller justement chercher ces zones de limite pour dire qu'on est quand même capable de faire de grandes choses. C'est pas ça? Si, c'est ça, c'est exactement ça. Mais sortir de sa zone de confort, en fait, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour aller chercher une zone un peu mentale où justement on est plus du tout à l'aise, on maîtrise plus rien, on se dit qu'à tout moment, voilà, on va abandonner, on ne va pas y arriver. Mais voilà, le côté mental, justement, va prendre le relais. Et aujourd'hui, on est tellement dans un confort de vie qui est incroyable. On a tous de la chance d'être au chaud, de manger même plus qu'il ne faut et de gaspiller. Voilà, on est dans la consommation pure et dure qu'on a, je pense, un peu oublié toutes ces choses qui permettent de nous sentir vivants. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais depuis koh c'est vraiment là où j'ai vraiment compris ce que c'était le mental et à quel point il pouvait prendre le relais sur le corps humain, que voilà, je cherche de temps en temps à aller chercher ces... Mais ce qui est drôle, c'est que je cherche à aller chercher ces émotions-là, ces sensations-là, et pourtant, à chaque fois que je suis dedans, je me dis, et pourquoi tu fais ça? Pourquoi Bah, tu c'est fais une bonne ça? Ça question. sert à quoi de te mettre dans ces états-là? T'as rien à prouver à personne, t'es là, t'es en train de vomir au milieu du désert, t'es déshydraté, et voilà, là tu peux pas faire le malin, là y a personne, il n'y a pas les raisons, il y a rien du tout, et pourquoi tu te mets dans ces états-là? Et encore une fois, c'est une fois qu'on le termine que on s'en rend compte. Voilà pourquoi j'étais là. C'est vrai, c'est ça que je suis venu chercher, c'est cette difficulté et cette adaptabilité et cette réussite à passer la zone où tu te dis qu'en fait tu peux plus, mais aller encore un peu plus loin et se dire qu'en fait tout est possible. C'est marrant parce que dans tes propos, on pose souvent la question, et toi, t'es coach, tu le sais bien, tu vas poser la question aller à 100 personnes, 98 vont te dire, je cours, même, je fais de l'ultra pour me faire plaisir. Mais en fait, est-ce que le plaisir, il n'est pas différé? Parce que est-ce qu'on se fait vraiment plaisir parfois dans l'effort? On va le chercher, mais est-ce qu'il n'est pas différé? C'est une question aussi Voilà. qu'on peut se poser. En fait, le plaisir, il est dans la réussite de son objectif, je pense. Je pense que quelqu'un qui va aller faire un ultra, qui va abandonner au bout de 50 kilomètres, par exemple, je pense qu'il aura pris zéro plaisir et à la fin, il sera déçu. Et donc, en fait, pourquoi ils vont faire ces courses-là? Parce qu'ils se sont fixés cet objectif, qui est un objectif très élevé. Ils se sont donné les moyens de le réussir. Et du coup, pendant qu'ils sont dans la course et que ça devient très difficile, ils savent pourquoi ils sont là. Bon, je parlais tout à l'heure de détermination. Ils sont tellement déterminés à réussir leur objectif que mentalement, ils vont être plus forts et plus solides à aller au-delà de leurs limites. Et voilà, je pense qu'effectivement, le plaisir, il est dans cette souffrance. Et au final, la douleur, en fait, c'est le témoin et le constat des efforts qui ont été fournis.
Et donc, c'est là où je trouve le truc super intéressant. Et c'est vrai, enfin voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait la Marathon Race d'Annecy avant-hier. Là, ça fait 2 jours que je galère à marcher et que quand je descends les marches, je souffre et je vois des gens qui disent ça donne pas envie. Mais si, en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai réussi à repousser un petit peu mes limites et c'est ce qui m'a aidé à avancer. Et aujourd'hui, bah, ces douleurs, en fait, elles sont le fruit du travail accompli et voilà, de la progression. Et je me dis que la prochaine fois, j'aurai peut-être un petit peu moins mal aux jambes. Mais on ne prend pas du plaisir à avoir mal aux jambes. On prend du plaisir parce qu'on sait ce que signifie ce mal de jambe, en fait. Ouais. Et Et il y c'est a un pas peu mal pareil dans la vie. de, il y a pas mal de philosophes ou de personnes, enfin, qui ont travaillé là-dessus. Il y avait deux mots sur lesquels on apprivoise ou on combat, c'est la douleur et l'ennui. Ça te parle un peu? Est-ce qu'on n'est pas là-dedans, en fait, dans ces deux pôles-là, quand on voit justement les coureurs d'ultra aller chercher ça? Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très long. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment une phrase que j'invite tout le monde vraiment à garder cette phrase en tête tout le temps dans les moments où c'est dur. C'est que la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. Mhm. Et dans les moments où c'est très dur, l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et à koh voilà, Ouais. moi, l'aventure, c'était 40 jours. Autant dire que 40 jours sur une île déserte, il y a des épreuves qui sont. C'est génial de faire les épreuves sportives, mais ça dure 1 heure le matin, 2 jours sur trois, et c'est quand même 24 heures là-bas, une journée. On passe notre temps à nous ennuyer. Et c'est très, très, très long et très difficile. Et dans les ultras, je pense aussi qu'il y a des périodes où on met un pied devant l'autre et c'est long et le temps passe pas. Et voilà, encore une fois, il faut se dire que c'est éphémère. Quand on fait un ultra, on se dit, et dans 4 jours, je suis chez moi, c'est quoi 4 jours quand on est même 3, même 2, ça dépend. Il y en a même qui vont encore plus vite. Mais quand on est chez nous et qu'on voit la vitesse à laquelle passe une semaine, quand on est dans cette difficulté-là de l'ennui où on pense que à notre confort, et ben, qu'est-ce que c'est de se dire, c'est éphémère, tiens le coup, et dans 2 jours, c'est terminé, et la satisfaction, elle sera là. Il faut vraiment combattre cet ennui, mais c'est vrai que c'est des moments vraiment très difficiles. Et je comprends hein, que certains aient du mal à prendre le pas sur ces moments-là. Mais ça prend encore une fois, avec de la détermination, de l'envie. Je pense qu'on peut réussir et le mental se travaille évidemment. C'est pas juste j'ai décidé d'avoir du mental et de réussir. Ça se travaille, ça s'apprivoise. Et puis c'est vrai que l'ennui, c'est quelque chose de solide. C'est, ouais, j'ai appuyé sur un bouton sur l'enduit. Ouais, c'est vrai que Mais justement, et je crois que tu t'ennuies pas du tout et tu es un hyperactif, parce on peut appeler ça aussi dans le milieu le côté workaholic, hein, c'est-à-dire on n'est pas on n'est pas proche du burn-out, mais on a toujours envie de faire beaucoup de choses. Alors justement, je voulais venir par rapport à ça. Tu es quand même très actif sur les réseaux, hein, puisque tu as un Instagram avec énormément de personnes. Tu étais à plus de 138 000, je crois, personnes, Hmm, c'est ça, hein. ouais. Est-ce qu'ils te permettent quand même de toi de t'épanouir hein, dans tes quêtes, dans tes rêves? Parce que c'est vrai que c'est bien aussi de justement ce côté influenceur, on le comprend souvent assez mal. On parlait tout à l'heure justement d'être inspirant. C'est ça aussi important. On est tous de nature curieux, mais aussi jaloux dès notre Bien sûr, naissance, hein. Mais totalement. c'est intéressant, je pense, de pouvoir justement. Est-ce que toi, ça te permet de t'épanouir? Est-ce que tu y trouves ton compte par rapport à ça? Oui, moi en fait, ce qui est fou, c'est que ça me galvanise. Et quand on parle de motivation profonde et de dépassement de soi aussi, il faut savoir que quand on est sur des courses, notamment d'endurance, où le mental va prendre le relais, ce qui va compter, c'est vraiment la motivation profonde et pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui va vraiment nous toucher et nous pousser. Ça peut être quelqu'un qu'on a perdu, des gens qui ont perdu des proches et qui veulent faire quelque chose de fort pour eux. Et ça, c'est quelque chose de très fort auquel on peut s'accrocher et qui peut nous aider à nous surpasser. Ça peut être voilà, des enfants. Les enfants, on veut montrer à ces enfants qu'on y arrive. Et il faut toujours se raccrocher à quelque chose de fort et quelque chose ou quelqu'un qu'on ne veut pas décevoir. Et moi, aujourd'hui, une motivation profonde qui me pousse, mais vraiment, et je le dis toujours et j'ai pas honte, hein, et je m'en sers vraiment pour avancer, c'est ma communauté. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai effectivement notamment sur Instagram, 140 000 personnes qui me suivent et à qui je raconte mes aventures. Et quand ça devient difficile, en fait, je leur dis, là, je suis en train d'en chier, clairement, là, ça devient trop dur.
Mais rien que pour eux, par rapport à tout ça, je me dis, je me dois d'être un exemple et j'ai pas envie de lâcher. Et moi, aujourd'hui, toute cette communauté, c'est une force pour moi. Vraiment, c'est une force profonde intérieure qui me permet d'avancer et de me dire, de toute façon, tu peux pas abandonner parce que, à leurs yeux, qu'est-ce que tu vas donner? Et personne m'en voudrait. Ils me diraient pas, ah bah du coup, t'as abandonné, je me désabonne parce que t'es devenu nul. Mais moi, pour moi, c'est important le regard qu'ils vont avoir sur moi, l'importance qu'ils vont m'accorder, de se dire que je suis un cyborg, que j'arrive tout ce que ce que j'entreprends. Et j'ai envie de cultiver cette image-là. Et j'ai envie de la continuer. Et pour ça, les gens qui me suivent, et ben en fait, c'est une force mentale pour moi qui, dans les moments difficiles, me disent, bah, vas-y, ils sont avec toi, ils te soutiennent, ils vont être fiers de toi, ils vont te dire que c'est fort ce que tu as réussi, et ils auront raison, donc on continue. Et voilà, j'ai vraiment pas honte de le dire, et moi, c'est vrai que ça me galvanise et ça m'aide à avancer. Ouais, alors on sent ton discours passionné et c'est vrai que ce serait de lâcheté de dire qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de reconnaissance, tout le monde en a besoin. Et Exactement. Et moi, j'ai aucun souci avec ça, en fait. c'est J'ai ça. vraiment aucun problème avec ça. Exactement. Et quand les gens ont travaillé, ils se sentent beaucoup mieux d'ailleurs avec ça, parce que Mhm. c'est souvent, généralement, parce que ce besoin de reconnaissance ou ce sentiment d'appartenance n'a pas été suffisamment travaillé, qu'on se sent pas forcément bien. Donc là, une communauté, c'est chouette aussi, et ça permet aussi de se rallier. Ça peut donner de la force aussi à justement aller chercher un petit peu des zones limites, tout en aussi donnant des conseils, en apportant des éléments de réflexion, parce que en fait, il faut comprendre aussi la pratique de l'ultra, et c'est ça qui est important, j'ai l'impression aussi. Oui, exactement. Et moi, je suis encore vraiment débutant dans ce monde-là. Euh, J'apprends, j'observe, j'analyse beaucoup. Et c'est vrai que j'essaye de le vivre. Et pour le raconter, quoi de mieux de le vivre, en fait, c'est exactement ça. Et donc, c'est vrai que ça me pousse à toujours me surpasser et avancer, la reconnaissance des gens. Aujourd'hui, c'est vrai que mon travail, je gagne aussi ma vie par les réseaux sociaux avec des marques qui me font confiance, etc. Et qui voilà, se disent, bah, on suit aussi Dorian parce qu'il nous fait vivre des émotions et qu'il lâche pas, en fait. Et c'est vrai que, bah, je pense aucunement, j'ai aucun contrat qui me dit si tu n'arrives pas à cet objectif-là, on te lâche ou quoi que ce soit. Mais de moi, en fait, je me sens un peu redevable de tous ces gens-là qui m'accompagnent et qui me suivent en me disant bah faut pas décevoir et il faut continuer. J'ai envie que on continue de se dire bah c'est bien ce qu'il fait Dorian, regarde, il a fait la diagonale des fous, etc. Et moi, c'est une motivation profonde et je m'accroche souvent à ça aussi dans les moments difficiles, de me dire que bah voilà, derrière moi. Je l'ai principalement dit à la Diagonale des Fous. Je me disais, aujourd'hui, moi, je suis pas tout seul, je suis en train de courir, mais j'ai mes 140 000 soldats qui sont avec moi derrière et qui me poussent à m'envoyer des milliers de messages. Et moi, ça me galvanise et ça m'aide vraiment à avancer. Ouais, d'ailleurs, on salue tous les Réunionnais hein, de la Diagonale hein, qui te saluent aussi parce que ils apprécient l'effort long et on sait qu'on est sur une île où justement on aime ce côté effort long et Ah c'est ouais, vrai que sacré chantier là-bas, hein. c'est un sacré chantier, effectivement. Tu es aussi tu es coach sportif et tu Mhm. vas dans les entreprises, je crois aussi. Hein. Donc, est-ce que toi, tu fais des rapprochements parfois avec les sports d'endurance? Parce que finalement, c'est aussi il y a un problème sociétal, hein, c'est-à-dire que on est un peu dans le milieu sportif, un peu parfois comme dans le milieu d'entreprise, c'est-à-dire il y a de la jalousie, des gens qui deviennent obstacles, on est tous le toxique de quelqu'un, mais est-ce que justement on peut rapprocher, est-ce que ces sports d'endurance peuvent aborder des nouveaux éléments qui pourraient permettre aussi, entre guillemets, d'aller sur ces défis et d'aller sur d'autres champs qui peuvent être intéressants pour l'entreprise? Je dirais l'endurance et le monde du sport en règle générale, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de grands champions, des anciens champions olympiques, membres de l'équipe de France, mais de tous les sports, hein. Je ne parle pas que de course à pied, qui aujourd'hui interviennent dans des entreprises pour faire le parallèle entre le monde du travail et le monde du sport. Ça se fait de plus en plus et ils ont totalement raison parce que clairement, quand on a une entreprise, on se rend compte que on avance comme dans le sport, ça veut dire on commence, on ne sait pas grand-chose, on apprend, on se forme, et puis ensuite on va se fixer un objectif. Cet objectif, on va mettre des choses en place pour y arriver. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, on se dit qu'en fait il était réalisable et peut-être même facilement. Donc pourquoi pas aller sur l'étape du dessus et ainsi de suite. Et puis on a notre entraîneur qui est là pour nous chapeauter. Et ben là c'est pareil, on a toujours
tout le monde a un responsable. Qu'est-ce que le responsable peut mettre en place pour que ses équipes s'épanouissent, comme un entraîneur va mettre des choses en place pour que son athlète lui aussi s'épanouisse et sente qu'il progresse avec des objectifs intermédiaires, des fois des choses qui peuvent faire plaisir et qui vont aider à motiver le travail d'équipe, etc. Donc, je pense vraiment il y a un parallèle à faire entre justement le monde du travail et le monde du sport, dans le sens où ce qu'on veut, c'est, en règle générale, l'être humain, il est fait pour évoluer et avancer et pas rester dans une routine où, en fait, à un moment donné, on s'ennuie. Et en se fixant des objectifs et en se donnant les moyens et en ayant les outils, c'est ça, c'est les outils à apporter pour réussir cet objectif, et ben, on est exactement dans le même schéma type qui permet, je pense, d'avancer et de s'épanouir au quotidien. Ouais, c'est ce que tu évoques. Effectivement, tu parles d'objectif, mais il y a une sorte de quête de sens c'est qu'on peut perdre aussi facilement. C'est-à-dire, le sens, c'est aussi se donner des objectifs, des finalités, mais il faut aussi, à un moment donné, quand même les ordonner et les contrôler un minimum. Donc, est-ce que, voilà, quand tu vas me mettre dans un projet, on pense que les personnes vont y aller sans ordonner, sans contrôler. Il y a quand même un minimum derrière aussi, en Bien sûr, back-office. bien sûr. Il y a une rigueur de travail à avoir. Il faut être rigoureux, que ce soit dans son travail ou dans l'entraînement. Il y a des choses à respecter, pas aller trop vite, trop tôt. Voilà, et il y a des gens qui sont là pour nous manager pour ça aussi également. Il faut pas voir que le manager ou le coach comme un bourreau qui est là juste pour nous vouloir du mal. C'est vraiment pouvoir avancer tout en ayant on va dire, un travail organisé sensé et progressif qui va nous permettre de franchir les étapes les unes après les autres. Après, bien sûr, mais tout ça, c'est des phrases un peu types qu'on entend un peu partout. Tu vas tomber, il va falloir te relever, il y a des barrières sur ton chemin, il faut les... Et c'est vrai, c'est tellement bateau, mais quand on pense à ces choses-là, eh ben, on y croit vraiment. Et c'est pour ça que les gens, si tout le monde faisait du sport, je pense que ça serait beaucoup plus facile de leur expliquer les choses parce qu'ils comprendraient comment en fait on fait pour avancer, pour aller chercher ces niveaux-là. Et souvent, on me dit, ah, mais toi, c'est facile parce que tu es fort. Mais déjà, je suis pas fort. J'ai envie de dire, on est tous le compte de quelqu'un. Il y a toujours plus fort que nous, de toute façon. Et il faut savoir aussi ce que j'ai mis en place pour arriver à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des années et des années d'entraînement, c'est beaucoup plus facile. Mais on a tous commencé sur une échelle beaucoup plus basse. Et voilà, on franchit les échelons les uns après les autres. Et c'est moi ce qui me motive, hein. Moi, si je progressais pas, je pense que j'aurais du mal à retourner à l'entraînement quotidiennement et voilà, se fixer des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Moi aussi, c'est ce qui m'anime. Parce que au bout d'un moment, si je tourne en rond et que je sens que je stagne, moi, en fait, ça y est, je m'épanouis plus et il me faut quelque chose de nouveau. Ouais, on revient sur l'ennui, hein. Toujours. On revient- ouais, et justement, en fait, Mais tu vois, tu le dis si bien, on revient sur l'ennui. Donc, tu vois, en parlant de choses, en fait, on se rend compte c'est qu'il ça. y a une corrélation dans tout ça et Et, que voilà, c'est tout est lié, en fait, toujours. c'est notre pierre à apporter en permanence. Ouais, notre corps est réactif, notre cerveau il est prédictif. C'est vrai qu'on a besoin d'aller vers l'avant. Mais alors, je voulais te poser une question parce que tu parles de dépassement. Tu vois, en quoi la quête de l'extrême, justement, de cette ultra-distance que tu vas, hein, puisque tu as fait le grand raid et tu vas de plus en plus vers ces notions d'ultra-distance devient ta réalité en fait au quotidien, c'est-à-dire parce que en fait il faut quand même souffrir, douter, chercher des zones limites. Toi, comment tu construis un peu le cheminement dans ton entraînement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a justement une préparation que tu mets en place? Est-ce qu'il y a quelque chose de mental que tu mets en place? Alors, en fait, moi, je reste un compétiteur. En fait, ce que j'aime, j'ai pas honte de le dire, ce que j'aime dans la course à pied, moi, c'est la compétition. Si demain, je pense que si demain, il y avait plus du tout de classement, s'il y avait plus du tout de chrono, etc., à titre perso, je m'épanouirais moins parce que moi, je prends mon plaisir dans la performance. Il faut aussi savoir que du coup, je ne suis pas aujourd'hui performant, on va dire, dans l'ultra trail. Quand je parle de performance, c'est d'aller chercher des places ou des chronos qui sont vraiment intéressants. Et pourquoi je vais chercher ça? C'est vraiment pour le côté dépassement de soi. Quand je vais vraiment sur la diagonale des fous, sur de l'ultra trail, j'essaye de m'en faire au moins un par an, une aventure assez fou. C'est pour le dépassement de soi. Mais au quotidien, je ne m'entraîne pas vraiment Pour l'ultra? pour l'ultra trail.
Voilà, Mhm. c'est un entraînement qui est difficile, qui prend énormément de temps. Et aujourd'hui, je ne suis pas prêt, moi, avec mon rythme de vie, à m'entraîner. En plus, j'habite en plaine, j'habite à Caen, donc au niveau de la mer, donc très difficile pour moi d'avoir du dénivelé. Et pourtant, je me suis quand même mis le défi cette année de passer sur trail. Et donc, du coup, d'aller sur des trails, on va dire courte distance, entre 40 et 60 km pour essayer de m'épanouir un peu plus sur le côté performance. Donc voilà, c'est la performance qui me permet de me fixer des objectifs ambitieux et de travailler dur pour les atteindre et de ressentir une grande fierté et un sentiment d'accomplissement pardon, quand je vais réaliser ça. Mais c'est vrai que pour les ultra trail aujourd'hui, moi, j'ai pas, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait deux en soi. J'ai fait que la Diagonale des Fous et le Marathon des Sables. Et dans les deux, en fait, ce que je suis allé rechercher, c'est vraiment bah voilà, l'inconnu et ce moment d'échec où je me dis, bon, bah voilà, là, ça devient beaucoup trop dur pour toi. Ton corps est out complet. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides d'abandonner? Bien sûr que non, c'est impossible. Donc là, c'est le mental qui prend le relais, que le mental. Vas-y, pleure, vomis, fais ce que tu veux, mets un pied devant l'autre, et puis tu vas finir par y arriver. Mhm. Mais on sent quand même d'une certaine dose d'humilité, et merci en tout cas par rapport à l'ultra-distance, qui est effectivement, il faut être resté très humble et en même temps, la patience aussi, la construction, comme l'a fait à un moment donné Mathieu Blanchard, à qui on ne prédisait pas un avenir aussi faire moins de 20 heures. On a été Mm. agréablement surpris, hein. On dit, ouais, l'influenceur, etc. Bah, regardez, il est aux côtés de Kylian Jornet quand même. Donc, Exactement. voilà, il faut, voilà, on est encore une fois, on revient un petit peu dans le côté du jugement, etc. Mais ce qui est important, c'est Bien sûr, ça aussi au crée de la quotidien. jalousie beaucoup. Oui, voilà, mais au quotidien, c'est de créer, quand on est performant, il faut aussi avoir de la patience. Alors, une petite question aussi que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que toi, tu pourrais nous raconter justement, peut-être sur le Marathon des Sables ou le Grand Raid, une petite anecdote particulière dans laquelle tu as pu explorer ce côté mental? Peut-être parce que tu as parlé de résilience tout à l'heure finalement, hein. La résilience, c'est quand même la capacité à vraiment ressortir, à aller chercher au plus profond de soi-même des raisons de pouvoir continuer. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as abordé? Mais s'il y avait des solutions que tu avais trouvées. Ouais, et encore une fois, faut être patient. Je pense au Marathon des Sables, je me souviens, donc moi j'y suis allé sur l'année après Covid. Donc en temps normal, le Marathon des Sables, c'est au mois d'avril. Là, c'était en octobre. Du coup, il faisait beaucoup plus chaud. Ça a été une année très très compliquée avec, je crois, 52% de taux d'abandon, alors que normalement ils sont à 4-5%. Je crois qu'ils ont eu aussi très chaud cette année. Mais moi, l'année où j'y suis allé, bah, c'était d'ailleurs avec Mathieu, hein, qui est un ami. On y allait et il a vraiment fait très chaud. Il y a malheureusement eu un décès, donc il y a eu énormément de choses autour de cette édition, entre voilà, la forte chaleur, le décès qui arrivait. Il y avait beaucoup d'abandon, ça tombait tout le monde comme des mouches, etc. Moi, c'était vraiment mon premier ultra trail. J'avais même jamais encore fait de marathon. C'était vraiment tout nouveau pour moi. C'était l'après koh où je me suis dit, allez, je vais me fixer un défi fou. Et je me souviens sur l'étape longue, aux 80 km, au 60e kilomètre. Donc la nuit venait de commencer à tomber. Et là, j'ai fait une déshydratation complète, vraiment totale. Donc je me suis vidé de partout, hein. Mais vraiment, je pouvais plus avancer tout blanc. J'arrivais plus à boire, j'arrivais plus à m'alimenter. Je faisais que vomir, vomir. J'étais dans un djebel qui montait, qui faisait 2 km. Et en fait, impossible d'avancer. Donc je me suis allongé, j'ai dormi. Donc il y avait du vomi partout autour de moi. Donc les gens qui arrivaient avec la frontale me voyaient, avaient vraiment peur, puisqu'en plus, voilà, il y avait eu le décès juste avant. Enfin voilà, il y a vraiment une psychose. Donc tout le monde me réveillait, mais moi, j'arrivais plus à me lever. Donc j'essayais, je me relevais, je faisais 10 mètres, je tombais, vraiment épuisement total. Donc je me suis un petit peu caché pour que les gens me laissent tranquille et me voient pas. Voilà. C'est peut-être dangereux, mais moi, je savais que j'avais juste besoin de repos. Je me suis relevé, je suis reparti, je suis retombé, j'ai redormi. À un moment donné, il y a un médecin qui est arrivé parce qu'ils m'ont pas vu entre les deux checkpoints. Donc, ils se sont posé la question de où j'étais. Il y a un médecin qui est arrivé pour venir me voir. Donc, je lui ai expliqué que voilà, j'étais pas bien à ce moment-là. Il m'a proposé de redescendre en bas pour me perfuser, pour me réhydrater. Mais ça signifiait, c'était pas grand-chose, mais une pénalité, je crois, de 4 heures ou des choses comme ça. Parce que... Et en fait, moi, je voulais pas, je voulais juste y arriver tout seul. Donc, je lui ai dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer. Et je crois que j'ai mis 2 heures et demie à faire 2 kilomètres.
en Ah fait. ouais. J'ai dormi, je me suis relevé, j'ai remarché, j'ai redormi. J'étais, mais épuisé totalement, mais blanc, livide, je pouvais plus. Et là, je me suis dit, arrête, tu peux plus rien faire. Et en fait, à un moment donné, je me suis relevé, j'ai marché, j'ai réussi à reboire une petite gorgée d'eau sans vomir derrière. Je me suis dit, d'accord, c'est pas mal. Et reprendre une petite barre. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que au 70e kilomètre, en faisant ça pendant 10 bornes et je sais pas combien de temps, j'ai eu un regain d'énergie. J'ai pu me remettre à courir et j'ai fini les 10 derniers kilomètres en courant et en arrivant bien. Et là, je me suis dit, quelle histoire incroyable. Ça veut dire que j'étais allongé, mais en PLS total, en train de vomir et de me vider de partout 3 heures avant. J'avais juste appuyé sur la balise pour dire j'arrête, je peux plus, et je pouvais plus, et personne m'en aurait voulu. Et le fait d'attendre et de me dire ça va passer, c'est éphémère, vas-y, tiens le choc. À un moment donné, le corps humain est revenu, voilà, il s'est adapté et j'ai pu me réalimenter, j'ai pu repartir, et à la fin, je me sentais bien. Et là, franchement, ce jour-là, je me suis encore dit, eh ben voilà, en fait, je pense que, à part si un jour j'ai vraiment fracture des deux genoux et que vraiment je peux plus du tout marcher, ou que ça impacte, on va dire, mon physique, mentalement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir tout faire et sans jamais abandonner. Et ça, ce C'est jour-là, encore une fois, pourtant j'avais fait koh mais ça m'avait confirmé que, en fait, voilà, quand on a le mental et qu'on se dit que c'est un mauvais moment à passer, mais qu'une fois qu'il va être passé, et ben voilà, on va pouvoir retrouver des sensations, des choses comme ça, on peut y aller. Ouais, c'est super intéressant ce que tu évoques, et notamment on le retrouve beaucoup dans l'ultra. On parlait tout à l'heure de fragilité du corps et de prédictivité du cerveau, mais en fait, souvent le cerveau va prendre le relais avant de vraiment que le corps il puisse se réactiver. Et finalement, il y a une catastrophe métabolique qui arrive, et il faut parfois la laisser passer, et parfois on va donner son dossard à ce moment-là, et on va être bourré de regrets. Après, au bout Exactement. du compte, c'est un petit peu ça ce que tu évoques, Exactement. c'est-à-dire faut être très très vigilant parce qu'en fait, c'est une fatigue énorme, et une fatigue centrale, hein, du cerveau. On a énormément de bottom-up, c'est-à-dire qui remonte d'informations du cerveau et qui va freiner notre corps. Et ce que tu dis, c'est que tu as pu quand même, finalement, les capacités du corps humain sont assez exceptionnelles, c'est-à-dire il peut se ressourcer, se reconstruire un petit peu. Alors, on va pas parler peut-être pas de synthèse protéique, mais pas loin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont refaites. Tu as retrouvé, comment on dit, tu t'es refait la cerise. C'est un peu ça? Ouais, ouais, exactement. Exactement. Et moi, ça me fait penser. Alors, tout le monde ne fait pas d'apnée, mais même sans en avoir fait, on a déjà entendu parler que quand on faisait de l'apnée, et moi, bon, je l'avais un peu travaillé avant koh justement, mais il y a un moment donné où les poumons craquent un petit peu et on a l'impression qu'on peut plus respirer. Hop, tout de suite, on remonte à la surface pour retrouver l'air. Et en fait, on nous explique que c'est juste une alerte du corps humain qui te dit que tu as besoin de respirer parce que c'est ce qui te fait vivre, mais que, en fait, tu n'es même pas à la moitié de l'apnée que tu peux réaliser. Et donc moi, en m'entraînant un petit peu en apnée, à un moment donné, une fois que on a réussi à passer, c'est beaucoup un travail aussi mental et d'analyse l'apnée. Et une fois qu'on a passé ça et qu'on se dit qu'en fait c'est normal et ça fait partie, voilà, c'est juste que le corps se met en sécurité, mais qu'on peut aller plus loin, et ben on se rend compte que ben, on peut aller mais beaucoup plus loin. Et je me suis vraiment amusé à faire le parallèle quand j'ai travaillé l'apnée parce que les premières fois que j'ai fait de l'apnée, j'étais là au bout de 30 secondes, je ressortais Ouais. complètement suffocant. Et en fait, au bout d'un moment, on a cette sensation d'apaisement où on sent un peu les côtes craquer. Et en fait, une fois que ça s'est passé et on a franchi ce cap-là, et ben on est apaisé dans l'eau et on peut rester beaucoup plus longtemps en apnée et ressortir en étant presque pas essoufflé. Et moi, en fait, je me souviens que quand j'avais travaillé ça, je me suis dit, c'est incroyable parce que c'est vrai que quand tu vas derrière sur le marathon des sables où, pareil, ton corps se met en sécurité et donc vomit ou des choses comme ça, parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il se met en sécurité et qui te dit, là, tu m'en as trop demandé. Mais tu m'en as trop demandé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais pas par rapport à ce que je suis capable de faire. Mhm. Et bah, quand on est capable de se dire ça et de se dire que, bah, ok, j'ai vomi, ok, là, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de m'arrêter parce que je suis épuisé, mais qu'en fait, c'est juste une passe et que derrière, en fait, on va pouvoir se refaire la cerise pour avancer, et ben voilà, faut juste être patient. Et effectivement, patient, c'est de l'ennui et attendre des moments très difficiles, mais quand on arrive à passer ça, et ben on se rend compte qu'on peut encore aller beaucoup plus loin.
Ouais, et ce que tu évoques, c'est super important pour nos auditeurs, c'est-à-dire que tu vas à l'intersection de connaissances, comme va justement notre ami, notre ami qui est passé, hein, Monsieur Blanchard, lui aussi, hein, il va chercher ça sur d'autres, et notamment sur la respiration. Et tu parles de la méthode Buteyko, je pense, c'est-à-dire cette capacité à tolérer le CO2 ou pas. Et on Mm. se rend compte que finalement, les gens stressés, à la fin d'une expiration, n'arrivent pas à tenir 10 secondes, 15 secondes. Et au bout du compte, on devrait, puisqu'on a une capacité thoracique quand même assez importante, et notamment dans l'air, tout n'est pas fait d'oxygène, mais on peut tenir au moins 1 minute 30 à 2 minutes facilement, tout le Mm. monde. Et on ne le fait C'est pas vrai. parce qu'il y a cette notion de stress et la cellule n'est pas adaptée à tolérer le CO2. Donc, ce que tu évoques, c'est fortement intéressant. Et c'est vrai que en mettant, en rapprochant plein de connaissances, et tu viens d'évoquer que tu as travaillé un peu l'apnée, tu as pu aussi expérimenter des choses sur koh, tu as pu expérimenter des choses sur le marathon des sables. En fait, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant, c'est d'aller explorer finalement son corps dans plein de situations et finalement d'y mettre après des connaissances pour soi, c'est-à-dire comment nous, on réagit, parce que toi, tu as une singularité, tu vas réagir d'une certaine manière, d'autres sont peut-être un peu plus fragiles, on va dire physiquement ou mentalement. J'ai comme l'impression aussi que c'est ces outils-là que tu cherches aussi. Bien sûr, ouais, c'est encore une fois pour se sentir vivant et ressentir des émotions qu'on n'a pas ressenties par le passé. C'est ça qui est important. Et on parle de, voilà, tu parlais de certains niveaux, etc. Encore une fois, moi, ça, c'est à mon humble niveau qui est bien pour certains, pas bien pour d'autres. Certains diront pourquoi il a autant de visibilité alors qu'il n'est pas aussi fort que lui. D'autres diront, bah non, mais en fait, il est beaucoup trop fort, c'est pour ça qu'il a de la visibilité. Mais encore une fois, On s'en fout, ça. moi, la diagonale des fous, par exemple, enfin voilà, je la fais en 42 heures. Les meilleurs la mettent en 24 heures et il y en a qui la mettent en 3 jours. Et pourtant, ceux qui font 3 jours à la diagonale des fous, et bah, en fait, ressentent la même chose que moi. C'est juste que eux, ils vont aussi explorer leurs limites et leur zone leur zone rouge qui sort de leur zone de confort. Et on n'a pas tous la même zone de confort, on n'a pas tous. Et c'est pour ça que la détermination et l'entraînement fait partie. Et d'ailleurs, pourquoi les meilleurs enfin, comment les meilleurs réagissent? C'est parce qu'en fait, ils s'entraînent tellement, tellement, tellement que leur zone rouge, elle est beaucoup plus haute que Bien les sûr. autres. Et donc, en fait, quand certains commencent à être en zone rouge parce qu'ils ont déjà fait, je vais dire une bêtise, 10 kilomètres et que c'est déjà beaucoup trop pour eux, et bah pour les autres, c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement. Donc, c'est devenu facile. Et eux, leurs zones rouges vont être en haut. Mais par contre, une fois qu'on est dans cette zone, et bah on ressent les mêmes choses. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas une question de niveau, c'est une question d'objectif et c'est une question d'émotion. Parce que les émotions que ressent quelqu'un qui va faire 5 heures au marathon et qui a atteint son objectif sont les mêmes que le mec qui va faire 2h10 et qui a réalisé son objectif. Ouais, la transition est vraiment importante. C'est vrai que tu y mêles ces notions d'adaptabilité avec les émotions. Je trouve très intéressant ce discours. C'est-à-dire qu'en Mais c'est fait, vrai, parce que nous, on a oublié, on est dans une société où il ne faut pas donner ces émotions, en fait. Et en fait, c'est celles qui nous font agir. c'est Et ça, et qui nous font sentir vivants, et voilà. Et penser que parce que tu as fait une meilleure perf que ton voisin, t'es plus content que lui, c'est faux. C'est faux, quelqu'un qui va se fixer un champion olympique, un mec qui veut viser les Jeux olympiques et être champion olympique, et qui le jour des Jeux olympiques finit 30e, va être beaucoup plus triste et beaucoup plus déçu que le mec qui a juste l'objectif de finir à un 42 km, voilà, sans chrono. Parce que l'important, c'est de réaliser son objectif et d'avoir ses propres émotions. Et le fait de réaliser son objectif va, voilà, te faire te sentir puissant et être fier de ce que toi, tu as réalisé. Et effectivement, ça va être nul pour certains, ça va être bien pour d'autres, mais encore une fois, après, on le fait quand même pour soi. Et c'est vrai que la reconnaissance des gens est quand même importante. Ça nous fait bah voilà, nous sentir vivants et nous sentir appréciés. C'est toujours quelque chose d'appréciable, justement. Mais voilà, encore une fois le dépassement de soi, il est propre à chacun. Et mon dépassement de soi à moi, ça va pas du tout être le même que le tien ou que les auditeurs qui écoutent.
Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer. Il faut pas se dire, ah bah moi, vu que je fais pas la diagonale des fous, je peux pas ressentir ces émotions et je peux pas me dépasser. C'est juste que moi, aujourd'hui, vu que j'ai fait beaucoup j'ai mis beaucoup de choses en place pour réussir à avoir un certain niveau, bah ça fait que pour aller chercher ces émotions, il faut que j'aille chercher des choses encore un peu plus hautes. Mais c'est pas pour ça que c'est mieux que ce que toi tu fais en fait. Petite question j'ai quelques petites questions de fin et notamment est-ce que tu es stressé avant une course? Et est-ce que voilà, est-ce que tu as des outils si tu as, si tu du stress, est-ce que voilà, parce qu'on sait que tu es voilà, avant une compétition, toi tu es un modèle performatif, hein, on va dire, tu Oui. aimes la performance, tu aimes ça, donc quand on peut se retrouver sur une ligne de départ, notamment c'est généralement sur la ligne de départ, après ça va. Est-ce que ce stress te bloque ou alors est-ce qu'il est productif? Non, moi, je pense vraiment qu'il est productif. Franchement, je me sens vraiment, vraiment poussé avec ce stress. Mais c'est marrant parce que je dis souvent, quand on a un objectif et qu'on s'est préparé pour justement réussir cet objectif, on n'a qu'une envie pendant toute la préparation. Moi, je l'ai ressenti au marathon de Paris où je m'étais quand même mis une petite pression parce que j'avais un objectif chronométrique et que j'avais peur de ne pas le réussir, c'est que toute la préparation, on se dit j'ai hâte d'être à cet événement, j'ai hâte d'être à cette compète, j'ai hâte, j'ai hâte. Et la veille, t'as qu'une envie, c'est qu'elle soit passée, tellement t'as peur et que tu te sens pas bien. Tu te dis, oh, vivement que ça soit passé, vas-y, dans 2 jours, c'est terminé. Parce que t'as peur de l'échec, t'as peur de pas réussir, t'as peur de décevoir. Et tout ça, ça forme un stress, voilà, qui permet, souvent d'ailleurs, on se rend compte que la semaine, juste avant la compétition, on n'a pas de sensation. On fait un footing, on n'est pas bien, des fois, on se cherche déjà des excuses. Ah oui, mais il y a un petit peu de vent. Ah oui, mais. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est prêt, mais qu'on n'est plus maître de son destin puisque les dés sont jetés et que, bon, après, voilà, il y a toujours des aléas le jour J, mais normalement, la performance, la course, elle est faite à l'entraînement, on va dire, et le jour J, c'est que le reflet de ce que tu as fait avant. Mais moi, c'est vrai que le stress, comment je le gère? Euh, Déjà avec, j'essaye de visualiser. Vraiment, j'essaye de beaucoup visualiser un petit peu ma course, comment ça va se passer, comment je me vois à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais faire ici. Ah, regarde, quand je serai au 30e kilomètre, je passerai devant ça. Du coup, il me restera que 12 kilomètres pour un marathon, je parle, hein. Et donc, 12 kilomètres, c'est quoi? En fait, c'est juste un petit footing, c'est ce que je fais souvent. Et commence par 5 kilomètres. Et en fait, je fais étape par étape et je me vois à certains endroits. Et dans les moments où c'est dur, bah voilà, je me dis, t'as bossé dur pour y arriver, serre les dents, encore une fois, c'est éphémère. Si tu abandonnes maintenant, que tu ralentis le rythme et que bah, tu vas le regretter, alors qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut se faire mal et tout donner dans la bataille. Mais moi, je pense que voilà, le stress, c'est quelque chose qu'il faut prendre, faut que ça soit un allié. Il faut se dire que le stress, il va te permettre bah, d'être beaucoup plus fort. On le sait, de toute façon, le jour où on met un dossard, on est mais toujours beaucoup plus fort qu'à l'entraînement. Et ça, voilà, on pourra dire que ça s'explique pas, mais je pense que moi, ça s'explique. C'est juste qu'on a cette notion de stress, on a cette notion d'adrénaline qui va vraiment nous pousser et nous rendre meilleurs. L'entraînement est là pour voilà, mettre les ingrédients avec tout ça. Mais voilà, le stress, pour moi, je le vois vraiment d'une façon positive. Et en général, quand je stresse avant une course, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai des ambitions. Si j'ai zéro stress, c'est que j'y vais, on va dire, à la fleur au fusil et que voilà, c'est que j'ai pas d'objectif particulier et quand on a moins d'objectifs, forcément, on a aussi moins d'émotions à l'arrivée et moins de satisfaction. Ouais, est-ce que c'est intéressant parce que aussi, tu vois, il y a ce versant du stress qui est physiologique, hein, puisque c'est le côté fight and flight, hein, c'est-à-dire fuir ou combattre, qu'on a de toute façon tous pour survivre. Et puis après, tu parles effectivement des émotions et c'est l'état émotionnel qu'on va perdurer ou pas, et qui peut perdurer ou pas dans la course au bout du compte. Mhm, Et toi, tu parles beaucoup de l'état émotionnel. Peut-être c'est ça aussi qui te permet, justement, comme tu as beaucoup travaillé, tu vas faire de la visualisation, tu vas te retrouver dans un état émotionnel de confiance, tu parlais tout à l'heure. Et je trouve que c'est intéressant cette version parce qu'on peut avoir un côté aversif, hein. Le mhm. côté, on va dire, tu vois, cortisol, machin, et puis le côté dopamine, tu en as parlé, tout ce qui est sérotonine, etc., et endorphine, ocytocine. Donc, je trouve que voilà, le parallèle est très important. Euh,
En tout cas, merci. Il me reste une petite question. Et souvent, le côté assez dur aussi, comme tout à l'heure, parce qu'on est dans l'exploration mentale hein, sur Secret d'endurance. Quelles sont, à ton avis, les clés de la réussite mentale euh, pour, euh, pour performer, on va dire, dans la course à pied? Mais avec tes mots, évidemment, et tu en as déjà pas mal dit, mais Ouais, ouais, en vrai, je pense que je vais me répéter, mais je pense que Mhm. la, la motivation profonde, les, les choses au fond de nous qui font qu'on a envie de réussir, je pense que ça va être la clé pour réussir. Ça veut dire que dans les moments difficiles, qu'est-ce qui va nous pousser à nous surpasser? On dit souvent, quand les gens commencent le sport, etc., quand ça devient dur, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. C'est vrai. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que c'est pas un long fleuve tranquille. Et effectivement, souvent sur les réseaux, et moi le premier, hein, on montre beaucoup la réussite. Voilà, on se dit, ah, c'est génial. Bon, en fait, c'est facile, il court un marathon et puis il parle d'émotion. C'est vrai que pour en arriver jusqu'ici, il y a souvent des moments qui peuvent être difficiles. N'oublie jamais pourquoi tu as voulu commencer, qu'est-ce que tu es venu chercher quand tu as commencé. Et dans les moments où ça devient vraiment difficile, qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'accrocher? Pourquoi tu fais ça? Et n'oublie jamais que surtout la douleur est éphémère et que l'abandon est définitif et que tu seras toujours beaucoup plus la difficulté est importante, plus la satisfaction à l'arrivée, elle l'est aussi. Et vraiment, faut dans ces moments-là se dire que tu es une machine en fait. Tu es une machine et que ton corps est une machine et que le corps de ton voisin qui est plus rapide que toi, etc., c'est le même que le tien en fait. On est tous fait pareil, on a deux bras, deux jambes, enfin voilà, en règle générale, hein, mais et que ça permet vraiment de nous surpasser et qu'on est vraiment capable de. Je pense quand même qu'on n'a même pas exploré en fait un dixième du mental en fait. Donc moi je dirais vraiment que c'est la motivation profonde et son engagement qui va faire que mentalement on va être capable de dépasser ses limites. ouais, ce que tu as dit aussi, c'était, je trouve intéressant aussi, vraiment pour de bien comprendre que tout n'est pas un long fleuve tranquille. Tu l'as dit, puis tu parlais d'Amareki, justement l'écrivain japonais, par rapport à la douleur et la souffrance. Et effectivement, ce côté du côté immergé de l'iceberg, qui est énorme, Mhm. c'est-à-dire ce côté on va pas parler de deep work, mais vraiment du travail en profondeur énorme qu'on doit faire aussi au quotidien et dans lequel aussi on a des épreuves, pas tous les jours heureusement, mais on a des épreuves. Dans les compétitions, ça reste des épreuves parfois parce que tout ne se passe pas comme prévu et c'est tant mieux. Et on va dire, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire le savoir, Ouais, c'est un peu ce qu'on ne connaît pas encore et en fait, il va se passer des choses et c'est tant mieux. C'est un peu mais ça. oui. C'est ce que je disais, ça serait presque dommage que ça soit trop facile sur certaines choses. Tout à l'heure, je disais, ça aurait été presque dommage que ça soit facile, la Diagonale des Fous, koh, etc. Parce que quand on sort de tout ça, on en sort grandi, on en sort vraiment plus fort, que ça soit physiquement, mentalement. Voilà, on parle encore de toutes ces belles choses que ce sont la confiance en soi, la fierté, voilà, tout ça, c'est des belles valeurs qu'ont la course à pied en règle générale, mais c'est réel et ces choses-là, on va les chercher quand? On va les chercher quand ça devient difficile, en fait. Si c'est trop facile, on va pas, en fait, on va pas avoir ce supplément d'âme qui fait que, bah ouais, en fait, je l'ai fait. Et c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que c'est dans la difficulté où on prend son pied et on en revient à dire ce que tu disais au début. Comment on peut dire ah ouais, j'aime bien, j'ai pris du plaisir à faire 160 bornes. Ah ouais, j'ai pris du plaisir là pendant 3 jours descendre les marches à l'envers parce que j'ai les jambes et les quadrilles complètement démolies. Non, en fait, on a pris notre plaisir parce que ça veut dire qu'on est allé au bout de soi-même et qu'en fait, c'est la preuve qu'on a tout donné et qu'on est allé au-delà de ses limites. Et ça, c'est ça qu'on vient chercher en fait et qu'on aime. Ouais, on pourrait citer presque le philosophe Jean-Claude Duss. Souviens-toi que tu n'as aucune chance, alors fonce. Exactement. C'est un peu Quel ça. beau philosophe. Quel beau philosophe. C'est ça vaut. Juste dernière question. C'est quoi le programme de Dorian Louvet là 2023-2024? S'il n'y a pas d'indiscrétion. Non, non, il n'y a aucune indiscrétion. Bah là, du coup, comme j'ai dit, moi, j'ai fait mon marathon. Donc, voilà, j'étais très content d'aller chercher ce chrono de 2h23. J'ai dit que je voulais passer sur trail et
essayer d'être un petit peu performant et compétitif. Donc la transition se fait doucement. Voilà, là j'ai fait 26e sur le trail de la Marathon Race d'Annecy. Bravo. Je suis très content parce qu'il y avait 3000 mètres de dénivelé, donc pour moi c'est pas du tout roulant et c'est compliqué. Je m'en suis pas si mal sorti. Après, c'est une étape, 26e, c'est bien, mais c'est pas là où je veux être. Je veux être encore plus haut. Donc, il va falloir continuer de s'entraîner. Je serai sur le marathon du Mont Blanc fin juin. Donc, avec la concurrence, avec tous les meilleurs, hein. Donc, voilà, j'ai pas peur du coup d'aller à la concurrence, d'aller voir la concurrence et de prendre des branlées, hein, clairement. Alors, certains diront, bah voilà, ouais, il est sur les réseaux, mais moi je le bats. Alors, il n'y a aucun souci, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Et ensuite, du coup, ça sera l'OCC, donc 56 Ouais. km sur les courses UTMB fin août, où là, voilà, ça sera vraiment l'objectif de la saison. Toutes les courses que je fais avant sont des étapes pour cette course-là, où j'espère vraiment prendre ma revanche sur l'année dernière, où c'était mon premier trail et où j'ai subi la loi du trail en partant, en me disant bah, c'est facile le trail, je comprends pas pourquoi ils marchent tous en montée, moi j'y arrive en courant. Et j'ai pris un mur au 30e et j'ai fini voilà, au bout de ma vie avec des crampes à me dire bon bah là ça va être compliqué pour terminer. J'ai terminé loin, mais j'ai terminé parce que je voulais pas abandonner. Et là cette année, j'ai vraiment envie d'y aller avec pour ambition de faire. J'ai du mal encore à me rendre compte aujourd'hui en trail ce que je peux faire, mais en tout cas j'ai envie d'arriver en ayant des armes et pouvoir me batailler avec les meilleurs de la course. Ouais, le problème, souvent, c'est que les coureurs de marathon, je crois que tu as encore fait 2h24. Tu as fait 2h24, c'est ton record au marathon de Paris, hein? 2h23. 2h23 même, ouais, Mm. ouais, désolé, c'est C'est encore mieux. important, c'est important. C'est important. Oui, oui, pour quelqu'un qui est performatif, faut pas que je me trompe, je le sais bien. Mais c'est dur, hein, de faire parfois la transition et de sentir on doit marcher en trail notamment. La transition est très très dure. C'est surtout que sur marathon, on peut être tout seul, peu importe le marathon. On a des allures, on connaît les allures, on sait gérer l'effort parce qu'à l'entraînement, voilà, on a travaillé ça et on connaît. Sur trail, c'est très compliqué parce qu'on regarde pas du tout les allures. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à savoir en fait, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou est-ce que c'est pas bien? Parce qu'en fait, on peut même pas me dire bah, quel chrono tu as fait, puisque que ça soit un 40, un 38 km, ça dépend. Est-ce qu'il y avait 4000, 3000 de dénive? Mais en fait, c'est ça qui est très dur. C'est plus un petit peu, je trouve, sur trail, ce qu'on retrouve en cross, c'est-à-dire que c'est plus la bagarre homme contre homme Ouais, pas de chrono. qui va faire plus que le chrono. Alors que sur route, on se bat plus contre le chrono que contre les hommes. Et voilà, du coup, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile à gérer l'effort. Effectivement, pour moi, courir en côte, c'est facile parce que, enfin, facile. Parce que j'ai un cardio qui me le permet, mais en fait, musculairement, c'est absolument impossible de courir dans toutes les côtes et redescendre derrière en courant. C'est juste qu'à un moment donné, son corps, bah voilà, il a des limites et bah voilà, les crampes arrivent et derrière, c'est signe de souffrance jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc Ouais. la gestion de l'effort est totalement différente et voilà, c'est pour ça que au moins je m'ennuie pas. C'est Je ça, m'ennuie pas parce que tout est nouveau et parce que j'explore, j'apprends et je pense que je peux encore franchir des étapes, progresser et moi c'est ce qui me fait vibrer, progresser et aller chercher toujours un petit peu mieux. Ouais, en tout cas, tu as des beaux challenges devant toi et pour un coureur sur route, c'est vrai, de grande qualité. Et c'est vrai que les challenges qui se profilent. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, On laisse non, des fois la parole. Voilà. non, c'est vrai, en plus, je parle beaucoup, je suis désolé, ça se trouve, c'est Non, long. c'est bien, Mais c'est très non, très non, non, bien. C'est très très bien. c'était super intéressant. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de tout ça. Et encore une fois, hein, si je m'adressais au Dorian de 10 ans en arrière, avant koh voilà, j'entendrais toutes ces choses-là. Et je pense que sur une difficulté de la vie ou une difficulté sportive, je me dirais, bon, bah, je mets le clignotant parce que là, ça devient dur. Et depuis koh qui était un rêve, et j'y suis allé avec une détermination telle que l'abandon ne faisait absolument pas partie de mon langage, pardon. Et voilà, la détermination m'a donné envie de me surpasser mentalement et d'arriver là où je voulais aller, donc jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avec cette détermination, eh ben, on pouvait mentalement aller beaucoup plus loin que ce qu'on était capable d'imaginer. Et voilà, c'est ce qui vous fera avancer dans le sport.
dites-vous que rien n'est impossible et que sincèrement, moi aujourd'hui en course à pied, je me dis que tout le monde est capable d'aller chercher des grandes choses si on met des choses en place pour les réaliser. Mais croyez en vous parce que vous êtes tous des machines, tous autant qu'on est, on a un pouvoir qui est juste incroyable avec le mental et il faut de temps en temps aller le chercher pour s'en rendre compte. Merci en tout cas de nous avoir dit, oui, croyez en vous. C'est très important. On va rester sur cette jolie phrase que tu as évoquée. Et c'est vrai qu'on a des machines, on a des capacités, des fois Incroyable. qu'on a insoupçonnées. Grand merci, Dorian, pour avoir pris du temps d'échange, en tout cas pour ces secrets d'endurance Bagnolio. On te souhaite, nous, une superbe saison. Et puis, bah, on sera là. Moi, je serai là, de toute façon, pour commenter les courses de l'UTMB et de voir à l'OCC. On aura certainement l'occasion de se voir là-bas. À très bientôt, donc. Et puis, ben, on salue évidemment toute ta communauté. Bien sûr. J'espère que tu N'hésitez pas. partageras avec eux, en tout cas. À très bientôt, Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous tous sur ces sujets. N'hésitez pas à venir me voir. C'est toujours cool de pouvoir parler de tout ça. avec plaisir. Bye bye. Salut!